4 rue Frédéric Mistral, épisode 4, premier étage, les chambres. Nous allons maintenant découvrir le premier étage où se situaient les chambres. En haut de l'escalier, le sol était carrelé avec de jolies tomates de couleur brique. Elles étaient malheureusement difficiles à entretenir car elles avaient tendance à se décoller et pour maman, ce n'était pas facile de passer la serpillière. Sur la droite se trouvait la grande chambre, celle des parents. Mais c'était aussi la mienne et celle de Pierrot, car nous couchions dans le même lit. Juste à l'entrée, à gauche, sur un petit meuble, se trouvait une belle vasque et un broc en porcelaine. Ils étaient là en décoration, mais c'était un ensemble qui autrefois servait à faire la toilette matinale. Dans le coin à gauche, en face à la porte d'entrée, une magnifique armoire avec un miroir où maman rangeait une grande partie de son linge meublait cette chambre. Dans le coin opposé, à gauche, se trouvait notre lit à Pierrot et à moi-même. Derrière le lit, il y avait un placard où étaient rangés draps et couvertures. Sur la cheminée, un grand miroir était suspendu. Sur le tablier, comme sur toutes les cheminées de la maison, des cadres contenant des photos de la famille étaient disposés. Il y avait là Jacqueline, moi-même, Lydie et Didier qui faisaient la grimace. Puis Pierrot, vers l'âge de 17 ans à peu près. Là, c'est Janine, Jacqueline et moi-même, et je pense que dans le landau, ça doit être Didier. Là, c'est Simone, papa qui tient Didier dans ses bras, Pierrot, Lucienne, moi-même, Lydie et Jacqueline. Puis c'est moi, vers l'âge de 11 ou 12 ans, je pense. Là, en partant de la droite, c'est papa, Janine, que l'on voit à peine. Là, je pense que c'est Henriette, une copine de maman et la fille de Julie. Puis c'est Lucienne, Monique, Simone et devant Pierrot. Le grand lit de mes parents. À droite de ce grand lit, sur une petite table, se trouvait le poste radio. Le soir, avec papa, nous écoutions certaines émissions, et notamment Kit ou Double, sur Radio Monte Carlo. C'est lors d'une de ces émissions, précipitamment interrompue, le 22 novembre 1963, vers 23 h, que fut annoncé l'assassinat du président américain Kennedy à Dallas. Cela m'avait marqué, car papa s'était exclamé catastrophé, « Ça y est, c'est la guerre avec la Russie ». Je me suis levé et j'ai couru l'annoncer à maman, qui se trouvait en bas dans la cuisine, s'occupant de Jean-Marie, né 3 mois auparavant. Derrière cette petite table se trouvait, caché, le coffre-fort. Il n'y avait rien dedans, mais cela me donnait une impression de puissance et de richesse. À propos de ce coffre-fort, un jour que je m'amusais à monter sur la tête de notre lit pour sauter dans celui-ci, en m'agrippant au cadre de la porte du placard qui se trouvait derrière ce lit, j'ai manœuvré inconsciemment, à ma grande surprise, une fine plaque de fer à l'angle du cadre de la porte. Sous cette plaque se trouvait l'emplacement de la clé du coffre-fort. Cette découverte sensationnelle a suscité en moi la certitude qu'il y avait certainement dans cette maison un trésor caché, trésor que je n'ai jamais trouvé. L'hiver, la température dans les chambres pouvait voisiner souvent le 0 degré.
Pour parer à cela, nous étions largement couverts de couvertures et d'édredons. En outre, nous faisions chauffer dans le four de la cuisinière de gros galets de plusieurs kilos que maman emmaillotait de tissu et nous les mettions sous les draps au fond du lit. Cela nous assurait la chaleur pour une bonne demi-heure. Avant cela, maman avait coutume de mettre un peu d'alcool à brûler dans une boîte de conserve vide qu'elle posait par terre au milieu de la chambre. Une fois enflammé, ce liquide chauffait quelque peu l'air de la chambre, le temps que l'on se déshabille. Un soir d'hiver, j'avais alors 6 ou 7 ans, Pierrot était déjà couché et pratiquement endormi. J'avais un chien en peluche bleue que Monique avait gagné pour moi à la loterie de la fête votive. Pris de pitié pour ce chien qui risquait d'avoir froid, je l'ai approché de la boîte d'alcool enflammée et je me suis couché. Quelques secondes plus tard, une grande lueur a envahi la chambre. Papa et maman étaient encore en bas dans la cuisine. J'ai secoué Pierrot pour le réveiller et malgré sa stupeur, il a ouvert la fenêtre qui donnait dans la rue et a jeté le chien partiellement enflammé. Quelques minutes plus tard, devant mon insistance, il est allé récupérer le chien et l'a posé dans la chambre devant la fenêtre. Maman a dû se frotter les yeux plusieurs fois avant de réaliser, en voyant ce chien devenu noir, ce qui s'était passé. Dans le couloir qui mène aux autres chambres, maman avait fait fermer l'accès au second étage pour couper un peu le froid venant des greniers. Il y avait dans ce couloir une porte-fenêtre donnant sur un petit balcon qui surplombait la rue. Elle avait installé devant cette porte-fenêtre un petit casier à chaussures pour nous condamner l'accès à ce balcon qu'elle jugeait dégradé et dangereux. La chambre qui se trouvait dans le prolongement de ce couloir était la chambre des filles. Elle contenait 2 grands lits. Contre le mur, entre les 2 fenêtres, il y avait une penderie composée d'une armature de petits tubes d'acier et d'une toile de nylon imprimée. Elle s'ouvrait avec des zips ou fermetures éclair. Ce genre de penderie était dans les années 60 très courante, car peu chère, et surtout très pratique, hermétique et préservant les habits de l'attaque des mites. Bien sûr, il n'était pas concevable de ne point trouver de roman photo dans cette chambre. Le tablier de la cheminée était largement pourvu de photos, et notamment la série des communiantes. Monique, Lucienne, Simone. Là, c'est Victor et Janine. Et là, je ne pense pas me tromper en disant qu'il s'agit de Lydie. Jacqueline, qui finit la série des communiantes. Et enfin Lucienne, qui est assise sur la Vespa 400 de Victor. Petite voiture biplace avec, si je ne dis pas de bêtises, un moteur 2 temps et des roues de Vespa. Une Vespa version voiture, certainement italienne. Pierrot, vers l'âge de 15 ou 16 ans, m'a laissé seul dans mon lit et a migré dans la petite chambre. Cette pièce, tout en longueur, lui convenait très bien pour s'isoler et jouer de la guitare. Des morceaux souvent répétitifs, comme la Passionata de Guy Marchand ou bien Michel ma belle des Beatles. Au fond de la pièce se trouvait un grand placard contenant divers objets. Les 2 petites fenêtres qui éclairaient cette chambre étaient munies de barreaux d'acier. Elles donnaient sur une cour intérieure qui appartenait à notre voisin, le docteur Dorliès.
Pierrot, hormis ses moments de guitare, faisait un peu de culturisme pour augmenter sa musculature et notamment ses biceps. Pour cela, il avait une barre de fer doux qu'il tordait et détordait lors de ses exercices. Maman ne voulant pas voir de morceaux de ferraille traîner dans la chambre, Pierrot l'a caché sur une étagère qui se trouvait fixée en hauteur sur le mur à gauche en entrant dans la chambre. Sur cette étagère, maman stockait toutes les confitures qu'elle élaborait au gré des saisons. Cerises, fraises, abricots, tomates, melons et citres, pâtes de coin, etc. Un jour, en voulant récupérer sa barre de fer, il a fait basculer l'étagère. Et plusieurs dizaines de pots de confiture ont explosé sur le sol. Sur le coup, maman était furieuse. Mais après, elle riait de l'air contrit et hébété de Pierrot après le drame. Dans la cour intérieure du docteur Dourliès, à l'opposé de la petite chambre, le mur qui fermait cette cour était le mur de l'école communale où j'allais quotidiennement. Il était pourvu de fenêtres qui donnaient sur la classe où j'ai effectué mon cours moyen première année et deuxième année. Lorsque j'étais malade ou que je feignais de l'être, je venais en catimini et par la fenêtre de cette chambre, je pouvais voir ce qui se passait dans ma classe. Je pouvais alors ensuite retourner à mes lectures de bande dessinée ou autres occupations avec le sentiment que rien d'extraordinaire ne se déroulait dans ma classe. Voilà, la visite de l'étage est terminée. La suite concernera le second étage et les greniers.